Ici Céline Galipeau. Un déficit pandémique, Québec repousse à 2028 le retour à l'équilibre budgétaire. Le point de vue de nos commentateurs. Feu vert de la Cour suprême à la taxe carbone, une victoire pour Justin Trudeau, mais est-ce que cela met fin au débat? Au Texas, un bon samaritain qui vient en aide aux migrants à la frontière. Ce soir, au Téléjournal. C'est toute une année, alors c'est un budget spécial. Et les déficits ne disparaîtront pas aussi rapidement que la pandémie. C'est malheureusement insuffisant. C'est bien en deçà de ce qu'on voudrait faire. C'est un budget de la vieille école. This is an historic day for Canada. La Cour suprême a dit c'est constitutionnel. La façon de combattre les changements climatiques, ce n'est pas en créant la taxe sur le carbone. C'est inapproprié. With the little bit we have, we'll do what we can. Tenemos que esperar. They got to do what they can to survive, and we got to do what we can to help them. And we can. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est un budget qui permet de mesurer tout le poids de la crise sanitaire. Au Québec, la pandémie a coûté jusqu'ici 30 milliards de dollars. Et avec encore de nouvelles dépenses en santé et en éducation, le déficit du Québec se creuse un peu plus. Le ministre Éric Girard l'évalue à plus de 12 milliards pour l'année qui commence. Un fardeau qui l'incite à repousser de 2 ans à 2028 le retour à l'équilibre budgétaire, une façon de se donner de la marge de manœuvre. Voyons d'abord les faits saillants et les réactions avec Hugo Lavallée. C'est un budget présenté dans des circonstances particulières. La pandémie laissait entrevoir de durs lendemains, mais le chemin du retour à l'équilibre budgétaire sera encore plus long que prévu. Revenir au déficit zéro prendra 2 ans de plus qu'anticipé et ne surviendra qu'en 2027-2028. La loi sur l'équilibre budgétaire devra être modifiée. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord vaincre la pandémie et ensuite viendra le moment pour l'équilibre budgétaire. Le ministre des Finances prévoyait un déficit de 8,3 milliards de dollars pour la nouvelle année. Ce chiffre passe maintenant à 12,3 milliards. Même chose l'année d'après, où le déficit prévu de 7 milliards se transforme en déficit de 8 milliards et demi. Les années suivantes, après les élections, un déficit structurel de 6 milliards et demi devra être résorbé, mais le budget ne prévoit pas précisément comment on y parviendra. Il y a plusieurs éléments de prudence qui ont été ajoutés au cadre financier qui devraient, dépendamment des conditions, nous permettre de pouvoir faire un peu mieux. La pandémie aura des effets durables au chapitre des dépenses. Le budget de la santé bondit de 5,8 %, celui de l'éducation de 4,6 %. La santé et l'éducation sont les priorités du gouvernement du Québec et les chiffres le confirment. 65 % de la croissance des dépenses y est consacrée. En plus de l'embauche de nouveaux préposés, on injectera 750 millions en 5 ans dans les soins à domicile et 388 millions dans les résidences privées pour aînés. On augmentera aussi le taux du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés de 35 à 40 %. Au chapitre de l'éducation, on consacrera 574 millions en 5 ans au rattrapage et au soutien scolaire. Les syndicats ne sont pas pour autant satisfaits. On ne voit rien présentement pour les travailleurs qui sont présentement présents. Donc, pas de rémunération additionnelle, rien d'annoncé pour régler la négociation au niveau de la fonction publique. On se retrouve avec des montants qui ne sont certainement pas suffisants pour faire la différence, pour combler les problèmes de pénurie d'enseignantes et d'enseignants qu'on a dans nos écoles. Enfin, alors même que les féminicides s'additionnent, le gouvernement consacrera un maigre 22 millions et demi en 5 ans au rehaussement des services pour les femmes victimes de violences conjugales. On est vraiment très déçus. Visiblement, on n'a pas du tout été entendu dans les dernières années. Si des sommes supplémentaires sont nécessaires, nous allons les allouer. Pour les oppositions, le report du retour à l'équilibre budgétaire n'est qu'une tactique pour retarder d'inévitables coupes budgétaires après les prochaines élections. Le message implicite, c'est si le gouvernement est réélu, si le gouvernement de la CAQ est réélu, il va y avoir des coupures. Le capitaine qui est supposé nous amener à bon port nous a jeté une bouée trouée en nous disant « bonne chance ». Comme si le gouvernement était complètement déconnecté des questions sociales, obsédé par l'économie, mais par l'économie des années 90.
Le ministre Girard n'a pas inclus dans son cadre financier les hausses de transferts en santé qu'il réclame depuis maintenant des mois du gouvernement fédéral. Il admet lui-même qu'il serait étonné de recevoir tout l'argent souhaité. Par ailleurs, ses prévisions de croissance économique sont inférieures à celles du secteur privé, de quoi potentiellement lui réserver une marge de manœuvre additionnelle, juste à temps pour les élections. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec. Et je retrouve tout de suite Sébastien et Gérald. Gérald, je commence avec vous parce que ce qu'on retient, c'est que le gouvernement retarde le retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que c'est la chose à faire? C'est la chose à faire si vous voulez vous donner de la marge de manœuvre, si vous ne voulez pas être coincé avec un objectif de retour à l'équilibre budgétaire qui vous obligerait à augmenter les impôts ou à réduire les dépenses dans certains secteurs et de vous faire taxer, de faire de l'austérité. Moi, j'ai l'impression qu'Éric Girard, François Legault ont bien compris les leçons vécues par d'autres de 2008-2009, quand le FMI, l'Allemagne, rappelez-vous, imposait de l'austérité à des pays comme la Grèce et le Portugal. Ça n'a pas du tout fonctionné que ces mesures-là. Ça a été pire dans les années d'après. Donc, on ne veut pas vivre ça. Et le gouvernement, aujourd'hui, se donne donc une marge de manœuvre en repoussant à plus tard l'équilibre budgétaire. Moi, je pense que c'est un budget de transition qui s'appuie encore une fois sur l'aide qu'il faut apporter aux gens aujourd'hui. Donc, on parle de santé mentale, de services de première ligne notamment. L'éducation, on parle de la diplomation, de l'annulation des intérêts sur les prêts étudiants. Et en même temps, sur l'investissement dans l'économie, le tourisme, la culture, la baisse d'impôts pour les PME, les programmes d'aide aux entreprises qui sont maintenus et des crédits d'impôt pour les entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies, qui veulent se moderniser, de la formation et des bourses également pour les étudiants en technologie. Ce sont quand même des facteurs fondamentaux qui sont qui apportent de la structure à l'économie pour la relance économique. Oui, Sébastien, cette pandémie, elle n'est pas finie, donc on remet les décisions difficiles à plus tard. Oui, en fait, les 2 ans de plus que le gouvernement se donne pour retourner à l'équilibre budgétaire lui donne une marge de manœuvre pour les 2 années à venir. Parce que pendant les 2 prochaines années, il n'y aura pas de décisions difficiles qui seront prises sur le retour à l'équilibre budgétaire. On ne se questionnera pas, on ne fera pas le débat sur la résorption du déficit structurel de 6,5 milliards de dollars. Alors, je pense qu'Éric Girard, finalement, hier, il ne s'est pas trompé en achetant ses espadrilles pour courir sur l'asphalte parce qu'il pave la voie vers les élections d'octobre 2022 pour le gouvernement. Ce sera une belle asphalte, toute lisse, sur laquelle on ne se posera pas trop de questions, il n'y aura pas de décisions difficiles à prendre. Et le sentier du retour à l'équilibre budgétaire, plus sinueux, peut-être moins carrossable, il va commencer seulement après 2 ans, après les élections générales. Donc, c'est habile politiquement de permettre au gouvernement de vivre les 2 prochaines années relativement libre de débats ou de décisions à prendre sur le retour à l'équilibre budgétaire et possiblement de compression. Ce qui est habile aussi, c'est que dans ce budget-là, on se concentre sur les missions essentielles de l'État. L'éducation, la santé accaparent les 2 tiers des nouvelles dépenses du gouvernement. Donc, on répond aux besoins de pandémie. Puis, on coche certaines cases aussi, peut-être pas autant que les groupes l'auraient souhaité, mais pour la santé mentale, pour les femmes victimes de violences conjugales, on peut dire qu'au moins, on fait un effort, qu'on a entendu les appels de financement. Donc, à tous les points de vue, c'est très habile politiquement, ce budget qui a été présenté aujourd'hui. Oui, un peu un budget préélectoral, on pourrait dire. Oui, avec un accent préélectoral, en effet. Merci beaucoup à vous deux, c'était très clair. Merci, au revoir. Bonne soirée. C'est la collaboration qui nous permettra de stimuler la croissance. Oui, un mot pour vous dire que la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé une aide d'urgence de 7,2 milliards de dollars aux provinces et aux municipalités, dont 4 milliards pour la santé et 2,2 milliards pour les infrastructures. Les sommes font partie de programmes plus larges qui seront dévoilés dans le budget fédéral le 19 avril. Ce qui est un peu alarmant face à ces variants-là, c'est qu'ils augmentent malgré les mesures qui sont en place. Ça a des grandes chances d'être, je dirais, le début d'une montée qui va durer assez longtemps. Oui, la 3e vague prend de l'ampleur au pays. Regardez les nouveaux cas aujourd'hui. Ce sont des sommets pour le Québec et le Manitoba depuis la mi-février, du jamais vu même depuis la mi-janvier en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et pour la Colombie-Britannique, il faut remonter au 2 décembre pour retrouver autant de nouvelles infections.
Tout ça au moment où la vérificatrice générale du Canada critique sévèrement la gestion de crise du gouvernement fédéral. Dans un rapport percutant, elle affirme que la santé publique était mal préparée à la pandémie. Elle note aussi des lacunes dans le suivi auprès des voyageurs rentrant au pays. Le compte-rendu de Louis Blouin. Retour à l'aube de la pandémie, quand la COVID-19 était perçue comme une menace lointaine. Début 2020, la santé publique canadienne se voulait rassurante. Le risque pour le Canada, au Canada, pour la propagation est très faible. Un an plus tard, l'heure est au bilan et ils sont accablants. Nous avons constaté que le gouvernement n'était pas aussi prêt qu'il aurait pu l'être. L'Agence de la santé publique du Canada a sous-estimé les risques. Elle était mal outillée pour affronter la pandémie, conclut la vérificatrice générale. Technologie désuète, traitement manuel des données, lacunes dans le partage d'informations de santé avec les provinces et les territoires. Les plans d'urgence étaient dépassés et n'avaient pas été testés. Les leçons de la crise du H1N1, une décennie plus tôt, n'ont pas servi. Je suis découragée que l'Agence n'a pas adressé des lacunes de longue date. Autre constat d'échec, la surveillance des voyageurs qui rentraient au pays. Pour les 2/3 des personnes arrivées en mai et juin dernier, l'Agence ne sait même pas si la quarantaine obligatoire a été respectée. Les voyageurs jugés à risque de violer les règles n'ont pas été signalés systématiquement aux forces de l'ordre. Des révélations qui ont rebondi aux communes. Le gouvernement réalise-t-il qu'il est responsable de grossière négligence? Pourquoi ce gouvernement a-t-il éliminé les capacités d'alerte avant la pandémie de la COVID-19? We've expanded the Public Health Agency of Canada by more than 1,000 employees. 1000 employés ont été ajoutés à l'Agence de la santé publique. Un coup de barre a été donné, assure la ministre de la Santé. La vérificatrice générale espère que les lacunes seront corrigées pour de bon. C'est rare qu'on mette une valeur sur la bonne préparation, mais il faut être bien préparé pour une crise. Jusqu'où ira le Canada pour améliorer ses pratiques? D'autres pays ont décidé d'opérer des changements en profondeur. Au Royaume-Uni, par exemple, une nouvelle agence sera mise sur pied et va se concentrer spécifiquement sur le contrôle des maladies infectieuses. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa. Justin Trudeau a quand même eu une bonne nouvelle aujourd'hui. La Cour suprême conclut que la taxe fédérale sur le carbone, son projet phare en environnement, est constitutionnelle et qu'elle n'empiète pas sur les compétences des provinces. Un revers notamment pour l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, qui s'étaient vivement opposés à la mesure. Les précisions de Laurence Martin. La pollution n'a pas de frontières. C'est le jugement de la Cour suprême. Dans une décision rendue à 6-3, le plus haut tribunal du pays conclut que les changements climatiques constituent un défi existentiel et que l'inaction d'une province aurait de graves conséquences sur des intérêts extra-provinciaux. C'est donc au nom de l'intérêt national que le gouvernement fédéral a le droit d'imposer une tarification sur le carbone. This is an historic day for Canada. Le ministre canadien de l'Environnement parle d'une journée historique. Le ton était moins victorieux en Alberta. Évidemment, nous sommes déçus avec la décision de la Cour suprême aujourd'hui. Le conservateur Jason Kenney, qui a été élu en faisant campagne contre la tarification sur le carbone, doit décider s'il gardera la taxe d'Ottawa ou s'il imposera son propre système, comme l'a fait le Québec. On va consulter les Albertains et les autres provinces, nos alliés, pour déterminer le meilleur politique. La Saskatchewan, elle, entend maintenant mettre en place son propre régime de tarification. Saskatchewan designed its own carbon pricing system for fuel. It's really, my friends, the worst tax ever. Quant à Doug Ford, qui avait forcé les stations-service ontariennes à apposer des autocollants contre la taxe fédérale, il a préféré envoyer son ministre de l'Environnement au front. We are going to move forward with our plan. La bataille judiciaire a beau être terminée, l'affrontement politique, lui, se poursuit. Les conservateurs promettent d'abolir la taxe fédérale, même si la Cour la juge constitutionnelle. Je vais aussi avoir un plan sérieux et clair sur l'environnement parce qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il est très attendu, ce plan. Donc, le chef Erin O'Toole a beau vouloir convaincre, montrer son sérieux, il faudra des gestes concrets pour faire oublier que son parti ne reconnaît pas officiellement l'existence des changements climatiques. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. L'ADN du suspect a été trouvé sur la scène de crime et l'ADN de la victime, l'agent Vig, a été trouvé sur des objets
Un développement majeur dans l'affaire Mamadi Camara. Souvenez-vous, c'est cet homme arrêté puis détenu pendant 6 jours par erreur pour une agression contre un policier le 28 janvier à Montréal. Les autorités ont procédé à l'arrestation d'un suspect de 21 ans à Toronto et des perquisitions sont toujours en cours. L'homme qui comparaîtra demain à Montréal fera face à 7 chefs d'accusation, notamment de tentative de meurtre. On évoquait tout à l'heure les féminicides au Québec. Le procès de Benoît Cardinal, accusé du meurtre prémédité de sa conjointe, Jaëlle Quentin, s'est ouvert au palais de justice de Joliette. La femme de 33 ans a été assassinée le 16 janvier 2020 dans son domicile familial de Mascouche, au nord de Montréal. Le père de la victime, premier témoin de la scène de crime, a témoigné aujourd'hui. Au total, la poursuite a l'intention de faire entendre 35 témoins, dont 5 mineurs. Budget du Québec, taxe carbone, une grosse journée politique. Nos commentateurs seront avec nous dans un instant. Et plus tard, efficacité, sécurité, de nouvelles questions sur le vaccin d'AstraZeneca. Après l'Ontario hier, c'est donc au tour du Québec aujourd'hui de présenter son budget. Et dans les deux cas, pas de retour à l'équilibre budgétaire à court terme. Michel, Hélène, Paul, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par le budget du Québec aujourd'hui. Michel, qu'est-ce que vous retenez, votre impression plus générale? Bien, je pense que Sébastien Bovet, tantôt, a parfaitement bien résumé le portrait. Le gouvernement Legault achète du temps. Pour les 2 prochaines années, donc d'ici la prochaine élection, il n'y a pas grand risque de coupures qui vont vraiment faire mal. Mais quand on regarde les chiffres, par exemple, des augmentations de 5,8 % en santé, auprès de 5 en éducation, ce sont des augmentations qui répondent à des besoins qui vont rester. Alors, pour soutenir le réseau au niveau où ça va le mener, il va falloir nécessairement toujours, chaque année, investir autant d'argent. Et comme l'ensemble des dépenses gouvernementales ne pourra pas augmenter à ce rythme-là, ça signifie que dans beaucoup d'autres secteurs, il va y avoir des coupures. J'entendais aussi la présidente du Conseil du Trésor essayer d'être la plus délicate possible quand elle essayait d'expliquer qu'on couperait 5 000 postes administratifs, mais que ça ne toucherait pas les services. On avait joué dans ce film-là aussi. La réforme Barrette, ça avait éliminé des centaines de postes administratifs dans le réseau de la santé.
Et on a vu le bordel que ça a créé. C'était peut-être des postes administratifs, mais ça a affecté les services aux citoyens. Oui. Alors, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on va finir par écoper. Hélène? À mon avis, c'est un budget d'intendance sans ambition particulière. C'est à milieu de ce que nous promet Ottawa dans 3 ou 4 semaines quand il déposera son propre budget. On nous parle de 70 à 100 milliards d'investissements supplémentaires. Si on rapportait ça à l'échelle québécoise, on aurait eu droit aujourd'hui à plus ou moins 30 milliards d'investissements supplémentaires. Alors, on n'est pas du tout dans ces eaux-là. Peut-être est-ce que c'est sage de la part de Québec. On est encore dans cette pandémie. Il y a encore un certain brouillard qui nous permet pas tout à fait de lire correctement de quoi demain sera fait et surtout quels seront les besoins. Et d'ailleurs, c'était ça qui guidait Ottawa, la raison pour laquelle on a repoussé à si tard le dépôt du budget fédéral, c'est qu'on espérait être sorti de tout ça et de pouvoir arriver avec un projet d'après-pandémie. Or, là, les choses traînent un petit peu et on va peut-être avoir l'air un peu prématuré du côté fédéral, mais il faut comprendre qu'à Québec, on n'est pas dans le même contexte ou la même urgence électorale. Alors, j'ai l'impression qu'on a voulu faire de ce budget un non-événement pour pouvoir davantage se concentrer à la gestion de la pandémie. Peut-être un budget de transition, au fond, puisque on parle d'élections dans 2 ans, quoi. Paul, quand même, un déficit encore plus important en Ontario. Peut-être le Québec, en se comparant, trouve que c'est pas si mal. Ça va pas très bien au Québec, ça va un peu pire en Ontario. Le déficit ontarien cette année-ci est à peu près 60% plus grand que celui du Québec, toute proportion gardée. Et l'endettement... C'est quoi? C'est plus de 33 milliards, hein, c'est ça? Oui, mais oui, par rapport à la population, c'est plus de la moitié plus grand. Et l'endettement de l'Ontario était déjà inquiétant. Et ça va aller en croissant pour les prochaines années. Donc, le Québec, quand même, a pu se payer une légère augmentation, par exemple, dans le budget de l'éducation, pas en Ontario. Le budget sur l'éducation est quasiment gelé pour les 4 ou 5 années à venir. Ça va causer des difficultés. Le Québec a pu se payer quelques centaines de millions de dollars dans la culture, les arts de la scène. En Ontario, c'est 10 millions de dollars, c'est presque zéro. Donc, on voit que même si c'est pas très joli, le budget québécois, c'est quand même mieux que ce que nous vivons ici en Ontario. Et Michel, de repousser donc le retour à l'équilibre budgétaire de 2 ans, est-ce que c'était pas habile quand même politiquement pour le gouvernement de faire ça? Ah ben, il est certain que le gouvernement ne voulait pas donner la moindre ouverture à d'éventuelles coupes budgétaires, un retour à l'austérité. C'est un mot là, qui est complètement banni là, dans le vocabulaire politique québécois. On a vu ce que ça a coûté aux libéraux et la CAQ ne veut certainement pas passer par là. Maintenant, à partir du moment où on décide de le reporter, on aurait très bien pu être plus généreux pour des clientèles vulnérables. C'est pas 500, 600, 800 millions de plus qui aurait changé grand-chose. Au reste, il n'est pas du tout exclu parce que M. Gérard a des prévisions de croissance qui sont très conservatrices par rapport au secteur privé. Il n'est pas du tout exclu qu'il puisse arriver au déficit zéro avant les 7 ans qu'il a dit. Alors, je pense qu'il a manqué une bonne occasion parce que la pandémie, là, on parle de l'éducation, de la santé, c'est certain qu'il y avait des besoins criants là, mais il y a beaucoup d'autres victimes de la pandémie on pense les services de garde. La violence conjugale. La violence conjugale. C'est presque mesquin, là, ce qu'on accorde actuellement. Je comprends, le ministre a dit, si c'est passé, on en remettra d'autres, mais on aurait pu le mettre tout de suite. Oui, parce qu'elles attendaient. Après tout ce qui s'est passé, on en a tellement parlé depuis quelques jours. Hélène, aujourd'hui, je ne sais pas si le Québec comptait et l'Ontario comptait sur les transferts en santé, les fameux transferts en santé du fédéral. Mais aujourd'hui, la ministre Chrystia Freeland a annoncé une aide d'urgence, 4 milliards de dollars en santé pour les provinces. C'était une drôle d'annonce, non, aujourd'hui? Oui, plus 1 milliard pour la vaccination, donc un total de 5 milliards. Écoutez,
Je ne sais pas si Ottawa avait honte de son annonce, mais il a choisi la pire journée pour être certain que personne n'en parle. Écoutez, vous l'avez mentionné en début. Quelle journée riche en actualité. Ici même à Ottawa, on avait un huis clos parce qu'il y avait un rapport du vérificateur général, un huis clos pour la décision de la Cour suprême, un huis clos à Québec pour le budget. Écoutez, la conférence de presse avec la ministre Freeland, il n'y avait qu'un seul journaliste. La plupart l'ont raté. Ça a duré quelques petites minutes seulement. Alors, je ne sais pas s'ils avaient honte et que c'était volontaire ou ils ont raté leur coup, mais parce que c'est beaucoup moins que ce que les provinces espéraient. Exactement, mais en même temps, c'est comme un extra parce que bien franchement, on n'espérait pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde qui pensait qu'il était réaliste qu'Ottawa accède à la demande des provinces là, de hausser là, de 28 milliards de dollars le transfert en santé. Alors, c'est ça de prix, mais ce que ça nous dit surtout, c'est que dans le budget fédéral, il n'y aura rien de plus. Donc, ne vous attendez pas à une annonce pluriannuelle sur la croissance du transfert en santé. Ce sera probablement reporté à un budget ultérieur. Cette année, visiblement, il faudra se contenter de ce 4 milliards plus 1 milliard pour la vaccination. Et si je peux me permettre, oui, même ce 4 milliards-là, c'est de la poudre aux yeux dans la mesure où ce que les provinces veulent, c'est une aide d'urgence. Bon, ils vont prendre tout l'argent qui vient, mais c'est une aide récurrente qui va se Alors répéter. Que ça, c'est ponctuel. Ça, c'est ponctuel. Alors, quand on engage, par exemple, 10 000 préposés pour les CHSLD, bien, si on veut les garder, il va falloir les payer année après année. Et c'est pas parce que le gouvernement fédéral donne un petit coup de main une fois que ça règle le problème, loin de là. Oui, Paul. C'est tellement loin des demandes provinciales. Le Québec voulait à lui seul 6 milliards de dollars année après année. Et Mme Freeland lui a donné aujourd'hui moins d'1 milliard de dollars pour une fois. On voit à quel point le gouvernement Trudeau est réticent à octroyer de vrais transferts aux provinces qui sont quand même, encore une fois, gouvernées pour la plupart par ses ennemis politiques. Oui. Il se demande, on connaît la réponse. Pourquoi est-ce que je financerais la réélection de Doug Ford alors que je peux payer la mienne? Oui, la sienne qui, enfin, on verra, les rumeurs d'élection, elles sont toujours là. Bon, alors on fait une courte pause, on s'arrête là-dessus, on aurait pu en parler encore beaucoup, mais au retour, on parle de la décision de la Cour suprême sur la taxe carbone.
La taxe carbone a donc été jugée constitutionnelle par la Cour suprême du Canada, une décision très attendue et un revers pour les provinces conservatrices et pour le Parti conservateur fédéral qui se sont toujours opposés à une tarification du carbone imposée par Ottawa. J'aimerais qu'on parle un peu de la portée de cette décision, de ce jugement. Hélène, pourquoi c'est si important? Parce que ça clarifie au fond les compétences fédérales et les compétences provinciales? Oui, c'est un jugement de 460 pages environ et je vous dirais que la taxe carbone, il est presque anecdotique. Le cœur de ce jugement, c'est le partage des compétences et dans quelles circonstances Ottawa peut invoquer l'intérêt national pour empiéter sur les compétences provinciales. Et ce qui est très intéressant dans ce jugement, c'est que et d'ailleurs, il est signé par un Québécois, le juge en chef Richard Wagner, qui vient poser les jalons de ce critère de l'intérêt national. Il donne 3 critères et donc, pour l'avenir, ça va nous dire très précisément qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, notamment, il y a cette idée que il faut que la portée du sujet qu'on veut réglementer, elle est extraterritoriale, donc elle n'est pas tenue juste à une province. Donc, les gaz à effet de serre, évidemment, ne s'arrêtent pas à la frontière. Mais le critère le plus important, c'est cette idée que s'il y a une province qui n'agit pas, il faudrait que ça ait un impact négatif et qui s'empêche les autres provinces d'agir. Et donc, c'est important parce que, par exemple, on se dit, est-ce que ce jugement pourrait être utilisé par Ottawa pour justifier une intervention dans les CHSLD, par exemple, en matière de santé? Ce critère les fameuses normes posé par nationales, M. Wagner, voilà, M. Wagner vient nous dire que pas vraiment, parce que c'est pas parce que l'Alberta, par exemple, voudrait pas gérer ses CHSLD que ça empêcherait le Québec de le faire ou vice-versa. Alors, ça vient poser des jalons très importants. Mais en même temps, il y a une dissidence virulente du juge albertain Burt Brown qui accuse ses collègues carrément d'activisme judiciaire. Et on le sait très bien qu'à la Cour suprême, les dissidences sont parfois aussi importantes que les jugements principaux. Rappelez-vous de celui sur l'aide médicale à mourir. Il y a une trentaine d'années, il y avait une dissidence de Mme McLaughlin qui disait on devrait permettre l'aide à mourir. Et cette dissidence est devenue le jugement principal 30 ans plus tard. Alors, beaucoup de matériel pour faire discuter encore longtemps les juristes sur le partage des compétences. Et pour en discuter ici, Paul, qu'est-ce que vous retenez? J'ai l'impression que la dissidence de Russ Brown ce matin a été en quelque sorte le champ de signe de la résistance contre les taxes sur le carbone au Canada. Le revers des opposants sur le plan constitutionnel, mais aussi sur le plan électoral est cuisant. Il y a 2 ans à peine encore, Stephen Harper donnait des discours lors des soirées de levée de fonds pour le Parti conservateur après sa retraite. Et il disait que les libéraux nous viennent avec leur taxe sur le carbone. On va les battre à chaque fois qu'ils essaient de le faire, comme j'ai battu Stéphane Dion en 2008. Or, le contraire s'est produit en 2019. Et maintenant, le Cour suprême vient clore le débat sur le côté constitutionnel. C'est à se poser, encore une fois, la question à savoir qu'est-ce qu'Aaron O'Toole va pouvoir faire avec cet enjeu lors des prochaines élections. Oui. Michel, vous, qu'est-ce que vous retenez sur ce jugement? Bien, il est évident, malgré les balises qu'Hélène a soulignées, que aussitôt qu'on prononce le mot « intérêt national », à moins que ce soit celui du Québec, là, c'est un concept qui est honni à Québec. Même s'il y a encore loin de la coupe aux lèvres à savoir si ce principe-là peut s'appliquer, par exemple, au CHSLD. Sur le fond, évidemment, le gouvernement Legault est d'accord avec la taxation du carbone. Il y a un système là, de bourse du carbone à Québec qui est à peu près l'équivalent. Mais si la question légale est tranchée, la question politique va inévitablement revenir à la surface. Pour le moment, la taxe sur le carbone, c'est je pense, 15 $ la tonne. Mais M. Trudeau lui-même a dit qu'il faudrait la hausser. Et je pense qu'il évoquait 175 $ la tonne d'ici 2030. Et la Commission d'écofiscalité du Canada parlait de je pense, plus de 250 $, si ce n'est pas 300. Il faudrait l'augmenter considérablement. Il faudrait l'augmenter considérablement. Et à ce moment-là, il y aurait possiblement un problème d'acceptabilité. Là. Si on augmente à ce moment-là, puis que ça veut dire 50 sous le litre à la pompe, là, il y a pas mal de gens qui, tout en étant pour le principe, vont se dire « Wow, un instant, c'est un peu trop élevé ». Alors, le débat est, à mon sens, loin d'être clos, même si la dimension légale semble réglée.
Oui, et en tout cas, Justin Trudeau était quand même très satisfait, mais pour Erin O'Toole, c'était une décision qui était très décevante parce que peut-être qu'il comptait justement sur la Cour suprême pour mettre fin à ce débat-là. Hélène? Oui, en fait, il aurait tellement aimé que le gouvernement perde parce que ça aurait réglé la question pour lui. Et pour M. O'Toole, c'est un revers. En fait, le deuxième revers de la semaine, la deuxième situation qui le fait passer un peu pour un dinosaure. Vous le mentionnez plus tôt, mais au cours du week-end, les militants qui ont refusé une résolution qui aurait reconnu l'existence ou l'importance des changements climatiques, ça a été défait. Ça a placé M. O'Toole dans une situation inconfortable. Et là, aujourd'hui, il se retrouve à être obligé de sortir sur la place publique et de marteler que non, lui, il va abolir cette taxe carbone, que même la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays, dit que c'est tellement important qu'on est capable d'empiéter les compétences provinciales. Alors, M. O'Toole se peinture un peu dans un coin parce que d'une part, il refuse cette taxe sur le carbone, promet qu'il va l'abolir, mais on sait que lui, au fond, ce vers quoi il tend, ce serait une réglementation des grandes entreprises, réglementation d'ailleurs qui est inclue là, dans le régime actuel libéral. Mais cette réglementation à laquelle il songe, ces militants aussi l'ont refusé. On nous dit que c'est en partie pour ça que la résolution n'a pas passé en fin de semaine, parce que non seulement la résolution disait on reconnaît les changements climatiques, mais elle disait on reconnaît l'importance de taxer les grandes entreprises, les grands pollueurs. Alors, il se retrouve sans beaucoup d'options. C'est pas la taxe carbone, c'est pas combattre les grandes entreprises. Alors, ce c'est sera quoi au juste? Ouais. Voilà, il y a pas justement, 36 000 vous disiez, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il dit, je vais avoir un plan, d'ici les prochaines élections. Il dit tout et son contraire. Céline, c'est ahurissant jusqu'à quel point M. O'Toole parle des deux côtés de sa bouche par les temps qui courent. Il va abolir la taxe sur le carbone, mais il va venir avec une politique plus efficace, qui coûte moins. Personne n'y croit. Il y a désormais les premiers ministres conservateurs provinciaux, Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, et maintenant, à partir d'aujourd'hui, Scott Moe en Saskatchewan, qui ont accepté le taxe sur le carbone et qui vont introduire chacun le leur dans leur province. Je conseillerais à M. O'Toole de faire le même et de dire qu'il va introduire un taxe très semblable à celui de Justin Trudeau, quitte à bonifier le rabais qui vient avec. Mais M. O'Toole suit assez rarement mes conseils. Mais compléter ce que Paul dit, oui. Je me souviens d'un premier ministre, moi, qui avait promis d'abolir la TPS aussitôt qu'il prendrait le pouvoir. Elle est toujours là. Hein? Elle est toujours là. En tout cas, les différences entre là-dessus, cette de vision, elles sont claires maintenant en vue des prochaines élections entre Justin Trudeau et Erin O'Toole. J'aurais voulu vous parler des rumeurs. Est-ce que ça monte? Est-ce que c'est toujours là? Mais en tout cas, on en parlera une autre fois parce qu'on a encore un peu de temps. Merci beaucoup à vous trois. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Moi, je leur pardonne quand même. Je pense qu'ils ont été très transparents chaque fois qu'on leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Après la pause, encore des questions sur le vaccin d'AstraZeneca. Sera-t-il possible de rétablir la confiance?
On revient à la COVID-19 parce que la troisième vague, elle fait très mal en Europe. La France rapporte aujourd'hui plus de 45 000 nouveaux cas. Pour sa part, la Hongrie affiche maintenant le pire taux de mortalité dans le monde avec près de 16 décès par 100 000 habitants. D'où l'importance de vacciner rapidement et massivement. Mais le vaccin d'AstraZeneca se retrouve une fois de plus dans l'actualité. Rien donc pour calmer la méfiance. Les précisions de Normand Grondin. La saga d'AstraZeneca, le mal-aimé des vaccins anti-COVID, se poursuit. Après la controverse récente entourant la sécurité du vaccin, on questionne maintenant l'exactitude des nouveaux résultats sur son efficacité. We urge strongly that AZ get back to the Data and Safety Monitoring Board. Il faut dire que les données d'AstraZeneca semblent en constante évolution. En novembre dernier, le vaccin affichait d'abord une efficacité de 70 %, puis de 62 % quelques jours plus tard. En mars, nouveaux résultats, même confusion. On annonce 79 % d'efficacité, puis on corrige 76 %. Rien pour rassurer un public déjà échaudé. Mais pour ce spécialiste, il s'agit plus d'erreurs de parcours d'une compagnie qui en a plein les bras avec sa promesse de concevoir à très grande échelle un vaccin à prix économique. Je pense qu'ils voient beaucoup plus large que les autres compagnies. Les autres compagnies ont été très sélectives dans leur façon qu'ils ont fait les études cliniques et puis aussi ils ont des marchés beaucoup plus précis, beaucoup plus localisés, alors que je pense AstraZeneca essaye de produire partout dans le monde et de distribuer leurs vaccins partout dans le monde. Dans la foulée de ces controverses, le Canada s'est fait rassurant. On ajoutera sur le produit une mise en garde au sujet des effets secondaires rares. Ils feront l'objet d'une surveillance étroite. Au Canada, les provinces ont administré plus de 300 000 doses de la version Covishield du vaccin d'AstraZeneca et nous n'avons reçu aucun signalement de ces effets indésirables au pays. Il n'y avait pas vraiment le choix pour Santé Canada de rajouter cette espèce de mise en garde. On fait souvent ça avec des médicaments, des vaccins, quand quelque chose de nouveau apparaît. AstraZeneca connaît donc un départ laborieux, compliqué par des problèmes réglementaires en Europe. Mais c'est au final qu'on pourra juger de la qualité de son produit. Moi, je leur pardonne quand même. Je pense qu'ils ont été très transparents. Chaque fois qu'on leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, ils corrigent le tir, puis ils donnent l'information qui est nécessaire. De sorte qu'en bout de ligne, je pense qu'ils demeurent tout à fait fiables. En principe, la compagnie devrait produire 3 milliards de doses de son vaccin en 2021. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. Et on apprend ce soir que des retards de livraison sont à prévoir pour le vaccin de Moderna. Près de 600 000 doses qui devaient arriver cette fin de semaine seront plutôt expédiées la semaine prochaine. Ottawa assure que ce délai n'est pas lié au contrôle d'exportation par l'Union européenne. Dios les bendiga. Padre. Après la pause au téléjournal, un ange gardien pour les migrants, le reportage de Jean-François Bélanger au Texas.
my predecessor. Oh, God, I miss him. No, an answer is yes. My plan is to run for re-election. That's my expectation. Joe Biden qui compte être dans la course pour obtenir un second mandat en 2024, même s'il aura 81 ans. C'est ce qu'il a révélé lors de sa première conférence de presse à la Maison-Blanche depuis son investiture. Le président a aussi annoncé qu'il doublait son objectif de vaccination. Il s'engage à ce que 200 millions d'Américains soient vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat, donc d'ici au 30 avril. Joe Biden a aussi rejeté toute responsabilité pour l'afflux massif de migrants à la frontière mexicaine. Même si des milliers d'enfants non accompagnés s'entassent actuellement dans les centres d'accueil, le président défend son approche. Il estime que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas les abandonner à leur sort. D'ailleurs, des citoyens ouvrent aussi leurs portes aux migrants dans le besoin. Notre correspondant Jean-François Bélanger. Que Dios les bendiga. Padre. Une prière matinale pour les voyageurs et une bénédiction pour le trajet qu'ils s'apprêtent à entreprendre. Un rituel immuable à la paroisse Notre-Dame de Guadalupe. Depuis un mois, le père Roy Snipes y accueille des demandeurs d'asile de passage, leur offre de quoi manger et un coin pour dormir. Surnommé le curé cowboy, ce prêtre de la ville de Mission, au Texas, est une petite célébrité dans la région. Connu pour son combat contre le mur à la frontière et pour son dévouement en faveur des migrants. Ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, dit-il. Alors on doit faire ce que l'on peut pour les aider. L'école étant fermée à cause de la pandémie, le prêtre a décidé de faire bon usage de ces locaux vacants en ouvrant la porte aux migrants. Nous l'avons toujours fait, mais à bien plus petite échelle, dit-il, s'avouant dépassé par la situation. 150 à 200 personnes défilent ici chaque jour, envoyées par les centres d'accueil des environs, tous débordés. Des femmes et des enfants surtout, comme Maria Luisa Gomez, partie il y a 8 jours du Guatemala. Elle s'apprête à reprendre la route car elle vient de recevoir l'autorisation d'aller rejoindre son frère au Mississippi. Les migrants qui sont ici sont les chanceux, ceux qui ont pu prouver aux autorités qu'ils ont de la famille ici aux États-Unis, un endroit où rester pendant l'étude de leur dossier. C'est d'ailleurs le grand changement par rapport aux années Trump, la promesse de Joe Biden de traiter plus humainement les nouveaux arrivants. Mais tous n'ont pas cette chance. Reina Cristina Lopez dit avoir un frère à Philadelphie. Mais elle ne peut partir car elle a perdu ses papiers. Alors, elle doit prendre son mal en patience en attendant que tout soit régularisé. Elle s'apprête donc à passer une 8e nuit dans l'école avec sa fille Avery, toutes ses possessions réunies dans ce seul sac d'épicerie. Les autres reprennent la route à destination des 4 coins des États-Unis, rêvant déjà d'une nouvelle vie. Le père Roy Snipes leur offre ses bénédictions, mais s'inquiète en constatant la montée de l'intolérance dans son pays. C'est un poison pour la communauté, dit-il, lorsque les gens commencent à s'en prendre aux pauvres et aux démunis. Aider son prochain, selon lui, fait partie du devoir chrétien. Jésus, Joseph et Marie, rappelle-t-il, ont tous été des réfugiés. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Mission, au Texas. J'ai été extraordinairement touché de recevoir une récompense comme le Lion d'Or. La France a perdu aujourd'hui l'un de ses grands cinéastes. Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans après une carrière de presque 50 ans au cours de laquelle il a récolté de nombreux prix. On lui doit notamment Coup de torchon, La mort et rien d'autre et plus récemment Quai d'Orsay. Il excellait dans tous les genres, du drame de guerre au film intimiste, en passant par le documentaire. À venir, c'est la météo avec Pascal. De la pluie parfois forte demain sur le sud du Québec.
Pascal, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, c'est assez vilain ce qui nous attend là. Oui, pluie abondante, des vents violents à Québec, de la pluie, de la neige au nord, de la pluie verglaçante. Tout. La totale, comme dirait l'autre. Alors, la perturbation en question, on la retrouve au sud du bassin des Grands Lacs. Il y a des orages là-dedans. C'est en train tout ça de se structurer, donc ça s'amène graduellement sur l'Ontario, évidemment, cette nuit sur le Québec. Donc, dès demain matin, on a les premières pluies, mais les pluies les plus fortes vont venir à partir de la fin de la matinée ou l'après-midi. De la neige dans les secteurs un peu plus au nord, de la pluie verglaçante aussi. Sur l'est du Québec, on attend des accumulations relativement importantes. Et tout ça sera rendu sur les maritimes samedi, ce qui fait donc dire qu'à Terre-Neuve, on aura beaucoup de pluie verglaçante, de la neige et des vents violents. Et sur le sud du Québec, pendant ce temps-là, ça va graduellement s'améliorer, mais il y aura quand même des flocons. Ça sera tout un changement de registre par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Il a fait 21 à Montréal, c'est un nouveau record en passant, et aussi Sherbrooke, il a fait 22 degrés. Et là, on se dirige vers du temps plus saisonnier, c'est-à-dire un peu frisquet. Alors, pluie abondante indiquée ici en vert, 25 à 35, voire 45 mm de pluie. Pluie verglaçante au nord. Pour Québec, des vents violents à 90 km/h. Neige abondante sur la région de Charlevoix et l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent, certains secteurs de la Gaspésie. 15 à 25 cm de neige. L'hiver n'est pas terminé sur ces régions. Alors, les provinces de l'Atlantique, la pluie battante qui s'amène à partir de la matinée mi-journée et des vents très puissants pour la journée de samedi, des rafales de vent à 80 km/h. Ça commence en pluie sur le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie en après-midi. Ça va changer en neige le soir. Et je le disais tantôt, 15 à 25 possibles centimètres sur ces régions. Aux Îles-de-la-Madeleine, de la pluie, mais ce sera de la neige et des vents violents pour la journée de samedi. Pluie parfois forte sur le centre du Québec. Ça commence le matin. Coup de vent à 90 km/h à Québec. Je le disais tantôt, Charlevoix, réserve fournie de Laurentides, 15 à 25 cm de neige. Sud du Québec, pluie battante demain, à peu près 30 à 40 mm à Montréal. Des vents de 30 à 50 km/h. Il y aura de la neige fondante dans la nuit qui va suivre. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas si mal. Un petit peu de neige fondante au nord. Vous voyez, c'est relativement froid. De moins 18, ça, c'est le maximum pour Coudjouac. Puis, forte sur Ottawa jusqu'en fin de journée ou le soir. Quelques précipitations pour les autres secteurs. Des vents en pointe à 50 km/h. Région de Sudbury, neige et pluie tournant à la neige, peut-être quelques centimètres en soirée. Sur l'ouest, c'est plutôt calme avec des températures qui ont baissé quelque peu, pas plus que 6 degrés sur Winnipeg avec un petit peu de pluie. Et le Grand Nord, ça n'a pas changé beaucoup. Ça demeure glacial sur les Iqaluit avec moins 35 demain matin. Voilà. Merci beaucoup, Au revoir. Pascal. Au revoir. Et voilà, c'est ce qui met fin au téléjournal de Radio-Canada. C'est Claudine Bourbonnais qui sera avec vous au cours des prochains jours. Moi, je m'absente pour quelques jours de congé, donc c'est Geneviève Asselin qui sera là avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonsoir, à bientôt.